Imaginez un matin éclatant dans le village d'Obli, niché entre les collines luxuriantes et les plaines dorées du sud-est du Nigeria. C'est jour de marché, et l'air vibre d'une énergie familière. Le soleil, perché haut dans un ciel sans nuages, projette une lumière dorée sur les étals débordants de vie. Les femmes, assises sur des nattes tressées, disposent avec soin leurs tubercules de manioc, leurs ignames blanches et leurs bottes de légumes verts, leurs mains agiles travaillant avec une précision héritée de générations. Les hommes, regroupés sous un grand manguier, négocient bruyamment autour de calebasses remplies de vin de palme mousseux, leurs éclats de rire résonnant comme une musique dans l'air tiède. Les enfants, pieds nus et insouciants, zigzaguent entre les stands, jouant à se poursuivre dans un tourbillon de cris joyeux et de poussière rouge. Puis, soudain, tout change. Un murmure parcourt la foule comme une brise inattendue. Les voix s'éteignent, les gestes ralentissent, et un silence étrange s'installe. Tous les regards convergent vers l'entrée du village, là où la route de terre battue s'ouvre sur la place animée. Une femme vient d'apparaître. Elle s'appelle Achalugo. Elle avance d'un pas calme, presque nonchalant, portant un simple pagne jaune délavé noué autour de sa taille et un petit sac de toile en bandoulière sur son épaule droite. À première vue, rien d'extraordinaire, une voyageuse solitaire, peut-être une étrangère de passage. Mais il y a quelque chose en elle qui fige l'instant. Sa peau, sombre et lisse comme du bois de karité poli par le temps, scintille sous le soleil. Ses formes, pleines et harmonieuses, se meuvent avec une grâce fluide, comme une rivière serpentant à travers la savane. Pourtant, ce sont ses yeux qui captivent vraiment, profonds, insondables, d'un noir si intense qu'ils semblent absorber la lumière autour d'eux. Des yeux qui vous regardent et vous transpercent, comme s'ils pouvaient voir au-delà de votre âme. Qui est cette femme, murmure Adana, une marchande d'igname aux mains calleuses, en suspendant son geste au-dessus d'un panier. Je ne la connais pas, répond sa voisine Chao, les yeux plissés. Mais regarde les hommes, ils sont comme ensorcelés. Et elle a raison. Les discussions animées autour du vin de palme se sont tues. Même Elder Obina, un vieillard voûté par l'âge qui passe ses journées assis sur un tabouret près de l'entrée du marché, se redresse péniblement pour mieux voir, oubliant un instant les douleurs qui le clouent d'ordinaire à son siège. Les jeunes garçons, figés dans leur jeu, laissent leur regard suivre cette silhouette qui avance avec une assurance tranquille. Sous son étal de piments séchés et d'épices, Mama Emma observe la scène avec une attention aiguë. À 75 ans, elle est la mémoire vivante d'Obli. Ses rides, profondes comme les sillons d'un champ labouré, racontent des décennies de vie, de rires et de larmes. Rien ne se passe dans ce village sans qu'elle le sache, aucun secret ne lui échappe. Elle a vu naître des générations, assisté à des mariages, des funérailles, des querelles et des réconciliations. Mais cette femme, elle ne la reconnaît pas. Jeune femme, appelle-t-elle d'une voix ferme, teintée d'autorité. Qui cherches-tu ici? Achalugo s'arrête et tourne lentement la tête vers la vieille femme. Elle s'approche de l'étal, ses pas légers soulevant à peine la poussière rouge du sol. Je m'appelle Achalugo, dit-elle. Sa voix est grave, veloutée, presque trop douce pour ce marché bruyant, et pourtant elle porte loin, imposant le silence autour d'elle. J'ai besoin d'un endroit où rester. Mama Emma plisse les yeux, scrutant chaque détail, le pagne usé mais propre, le sac modeste, cette posture droite qui ne trahit ni fatigue ni peur. Quelque chose chez cette femme la dérange, une intuition qu'elle ne peut nommer. D'où viens-tu? As-tu de la famille ici? Demande-t-elle, ses mots tranchants comme une lame. J'ai voyagé de loin, répond Achalugo, ses yeux ne sillant pas. Je ne serai un fardeau pour personne. Sa réponse est vague, évasive, et Mama Emma sent un frisson lui parcourir l'échine malgré la chaleur écrasante du soleil. Elle hésite, puis désigne un sentier qui serpente vers l'est. Il y a une hutte vide près du ruisseau. La vieille Adaku y est morte l'année dernière, pendant la saison des pluies. Personne ne l'a reprise. Achalugo incline légèrement la tête, un geste de gratitude presque imperceptible. Merci, dit-elle simplement, avant de s'éloigner vers le ruisseau, son pagne jaune flottant doucement dans la brise. Les regards la suivent, curieux, fascinés, jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les hautes herbes qui bordent le chemin. Ce soir-là, alors que le soleil se couche, peignant le ciel de stries orange et pourpre, la hutte abandonnée semble renaître. Achalugo a balayé la poussière et les toiles d'araignée qui s'étaient accumulées depuis des mois. Elle a colmaté les trous du toit avec des feuilles de palmier fraîchement coupées, et une fine volute de fumée s'élève d'un feu qu'elle a allumé dehors. Une odeur alléchante flotte dans l'air, un mélange de poissons grillés, et d'épices qui fait saliver les villageois. Pourtant, personne ne l'a vue aller au marché, ni plonger une ligne dans le ruisseau. D'où vient cette nourriture?
Les femmes échangent des regards perplexes, fronçant les sourcils. Les hommes, eux, fixent le sentier menant à la hutte, hypnotisés par ce mystère vivant. La nuit tombe sur Obli, enveloppant le village d'un voile d'étoiles scintillantes. Les grenouilles coassent près du ruisseau, et le chant des grillons emplit l'air tiède. Dans sa maison de terre aux murs blanchis à la chaux, Ikena, un cultivateur de cacao prospère, termine son dîner. Sa femme, Neka, a préparé son plat favori, une soupe aiguisie épaisse, garnie de viande de chèvre et de feuilles d'épinards sauvages. Ses 3 enfants, assis en cercle autour du feu, ont écouté ses histoires de la journée, comment il a négocié un bon prix pour son cacao au marché, comment il a repéré un nid de termites dans le champ nord. Puis, les petits se sont endormis, blottis sur leurs nattes sous des couvertures légères. Ikena devrait être satisfait. Sa vie est stable, sa famille en bonne santé, ses terres fertiles. Pourtant, ce soir, une restlessness inexplicable s'empare de lui. Ses pieds le démangent, son esprit vagabonde vers le ruisseau, vers cette hutte où brûle un feu solitaire. Je vais vérifier les canaux d'irrigation, marmonne-t-il, plus pour lui-même que pour Neka, qui lève un sourcil mais ne dit rien. Il marche dans l'obscurité, guidé par la lueur vacillante d'une lampe à huile qui brille à travers l'entrebâillement de la porte de la hutte. En s'approchant, il distingue la silhouette d'Achalugo, immobile, comme si elle l'attendait. Elle ne parle pas, ne sourit pas, se contente de s'écarter légèrement, une invitation silencieuse. Ikena s'arrête, le cœur battant. Que fait-il ici? Il n'a jamais trahi Neka, pas une seule fois en 12 ans de mariage. Mais ses pieds le portent à l'intérieur avant que sa raison ne puisse l'arrêter. La hutte est simple, une natte en fibre de palmier posée à même le sol, une couverture élimée pliée dans un coin, la lampe à huile qui projette des ombres dansantes sur les murs de terre. Achalugo s'assoit sur la natte et le regarde, ses yeux comme des puits sans fond. À sa propre surprise, Ikena se met à parler. Les mots jaillissent, incontrôlables. Il lui raconte ses doutes sur la prochaine récolte, sa crainte que son fils aîné, Shidi, ne veuille pas reprendre les terres, sa douleur sourde dans la poitrine quand il pense à l'avenir. Elle écoute, impassible, sans juger. Puis, doucement, elle prend sa main et l'attire vers la natte. Quand il se réveille avant l'aube, l'esprit clair et le corps léger, il retourne chez lui en silence. Ce jour-là, il travaille comme un homme possédé, sifflant des airs joyeux en taillant les cacaoyers. Neka le regarde à la dérobée, partagée entre méfiance et curiosité, mais elle garde ses questions pour elle. La nuit suivante, c'est Elder Obina qui succombe. À 70 ans, son dos courbé par des décennies de labeur le cloue d'ordinaire à son tabouret ou à son lit. Depuis la mort de sa femme 5 ans plus tôt, il n'a plus jeté un regard aux femmes, se contentant de ses souvenirs et de ses pipes de tabac. Pourtant, ce soir, son bâton de marche claque sur le sol dur tandis qu'il se dirige vers le ruisseau. Comme Ikena, il trouve Achalugo à sa porte, comme si elle savait qu'il viendrait. Comme Ikena, il repart à l'aube, et pour la première fois depuis des années, son dos ne le fait pas souffrir. Nuit après nuit, les hommes d'Obli se succèdent. Shizom, le jeune leader charismatique qui économise pour épouser sa promise Olushi, frappe à la porte d'Achalugo, ses mains tremblantes. Shif et Mesuo, dont la famille possède les plus vastes champs d'igname du village, abandonne sa dignité pour une nuit dans la hutte. Même Prince Nana, le fils arrogant du défunt roi, dont la couronne doit être posée sur sa tête à la prochaine pleine lune, ne résiste pas. Lui qui méprise les villageois et se voit déjà régner d'une main de fer s'incline devant cette femme mystérieuse. Ce qui intrigue le plus, c'est qu'Achalugo ne fait rien pour les attirer. Elle ne parade pas dans le village, ne minaude pas au marché, ne lance pas de regards aguicheurs. Elle va qu'à ses occupations ramasser du bois, laver son pagne dans le ruisseau, acheter quelques poignées de grains avec une discrétion presque surnaturelle. Elle ne demande rien, ni argent, ni nourriture, ni faveur. Les hommes viennent d'eux-mêmes, attirés par une force qu'ils ne comprennent pas. Pendant 2 semaines, une étrange félicité règne sur Obli. Les hommes reviennent de la hutte transformée. Ils travaillent plus dur, rient plus fort, traitent leurs femmes et leurs enfants avec une tendresse inhabituelle. Au bord du ruisseau, les femmes papotent en lavant le linge. « As-tu vu Shif et Mesuo danser à la cérémonie de baptême » demande l'une, un sourire en coin. Il n'avait pas bougé comme ça depuis sa jeunesse. Et Elder Obina a porté un panier d'igname tout seul hier, renchérit une autre. Mon mari m'a aidé à piler le manioc ce matin, ajoute une troisième, les joues rosies. Certaines s'en réjouissent secrètement, d'autres murmurent des doutes. Seule Mama Emma reste sur ses gardes. Chaque jour, elle observe,
note les détails que les autres ignorent, l'éclat trop vif dans les yeux des hommes, l'absence de fatigue chez Achalugo malgré ses journées solitaires. Quelque chose ne va pas, marmonne-t-elle à sa fille Ifi, qui balait l'idée d'un revers de main. Elle ne fait de mal à personne, maman. Mais Mama Emma touche son amulette protectrice, un petit sachet d'herbe et de coquillages pendu à son cou. Attends, dit-elle. Tu verras. Le 13e jour après l'arrivée d'Achalugo, l'aube est brisée par un hurlement strident. Il vient du compound d'Ikena. Neka surgit en courant vers la place du village, son pagne à moitié défait, ses yeux écarquillés de terreur. « Aidez-moi » crie-t-elle. « Mon mari est malade. » Une foule se précipite vers la maison. Là, Ikena gît sur le sol, son corps secoué de spasmes violents. Ses yeux exorbités fixent le vide, et quand Neka tente de le relever, elle pousse un cri d'horreur, son entrejambe s'est ratatinée, réduit à une aberration grotesque. Avant que quiconque puisse réagir, un autre cri retentit, cette fois depuis la hutte d'Elder Obina. Son petit-fils, Kelechi, déboule en pleurant, « Grand-père a perdu la tête !» Les villageois trouvent le vieil homme assis dans la cour, pointant le sol et marmonnant des mots sans suite, un filet de bave coulant sur son menton. Puis c'est Shizome, le fier lutteur invincible, qui s'effondre devant sa porte, ses jambes refusant de le porter. En quelques heures, la malédiction frappe tous les hommes qui ont visité Achalugo. Chif et Mesio hurlent de douleur, ses mains crispées sur son bas-ventre. Prince Nana, le futur roi, rampe dans la poussière, ses jambes paralysées. Partout, le chaos éclate, impuissance, folie, paralysie. La panique s'empare d'Obli. Les femmes, folles de rage et de peur, courent vers la hutte d'Achalugo, prêtes à l'affronter. Mais la hutte est vide. Le feu est éteint, la natte roulée, la lampe disparue. C'est comme si elle n'avait jamais été là. Je le savais, murmure Mama Emma, ses doigts serrant son amulette. Cette femme n'est pas humaine. Le chef du village, Chif Okoro, convoque une réunion d'urgence sous le grand manguier. Les anciens, les guérisseurs, les familles se pressent, leurs visages marqués par l'angoisse. Nous devons briser cette malédiction, déclare-t-il, sa voix tremblante. Mais comment? Les remèdes habituels ou infusions d'herbes, prières aux ancêtres échouent les uns après les autres. Les hommes gémissent, leurs femmes pleurent, et la peur s'enracine dans chaque cœur. Alors que le soleil décline, une silhouette apparaît à l'horizon. C'est Mama Eken, une guérisseuse itinérante venue des collines du Muaya. Sa réputation la précède, on dit qu'elle parle aux esprits, qu'elle défait les sorts les plus noirs. Elle marche lentement, appuyée sur un bâton noueux, ses cheveux gris tressés en nattes serrées. Les villageois s'écartent pour la laisser passer, suspendus à l'espoir qu'elle représente. Mama Eken examine les hommes un par un. Ikena, tordu de douleur, Elder Obina, hagard, Shizome, brisé. Elle hoche la tête, son visage grave. Cette femme, Achalugo, n'était pas une mortelle, annonce-t-elle. Un frisson parcourt l'assemblée. C'était un esprit vengeur, envoyé par les ancêtres pour punir l'arrogance et l'infidélité des hommes. Un murmure de stupeur s'élève. Mama Eken lève une main pour imposer le silence. Elle est venue vous rappeler la valeur de l'honneur, du respect envers vos femmes, vos familles. Ceux qui l'ont approchée par désir égoïste ont payé le prix. Elle marque une pause, ses yeux scrutant la foule. Pour lever la malédiction, ils doivent se repentir. Vraiment. Pas de mots creux, mais des cœurs sincères. Un silence pesant s'installe. Puis, un à un, les hommes s'avancent. Ikena, soutenu par Neka, s'agenouille devant elle. « Je t'ai trahi, murmure-t-il, les larmes roulant sur ses joues. J'ai cédé à la tentation. Je te jure d'être un meilleur mari, un meilleur père. » Neka, ému, lui prend la main, hochant la tête en silence. Elder Obina, ramené à la raison par la présence de Mama Eken, s'adresse à ses enfants. « J'ai déshonoré la mémoire de votre mère en allant voir cette femme. Pardonnez-moi. » Chif et Mesio, humiliés, demandent pardon à sa femme et à ses fils. Même Prince Nana, brisé par sa paralysie, baisse la tête devant le village. « J'ai cru que tout m'était dû, dit-il d'une voix rauque. Je promets de régner avec justice, pas avec orgueil. » Quand tous ont parlé, Mama Eken allume un feu au centre du village. Elle y jette des herbes sacrées aux racines de gingembre sauvage, feuilles de collatier et entonne une incantation ancienne dans une langue que nul ne comprend. La fumée s'élève, épaisse et odorante, enveloppant les hommes affligés. Peu à peu, leurs corps se détendent. Ikena se redresse,
ses forces revenues. Elder Obina cligne des yeux, lucide. Shizom se remet debout, titubant mais vivant. La malédiction s'efface, laissant derrière elle une leçon gravée dans les âmes. Les jours suivants, Obli se transforme. Les hommes, marqués par leur épreuve, deviennent des modèles de vertu. Ikena et Neka apportent l'eau du ruisseau, jouent avec ses enfants jusqu'à ce que la nuit tombe. Shif et Mesuo partagent ses ignames avec les plus démunis. Prince Nana, une fois couronné, écoute les doléances des villageois au lieu de les ignorer. Les femmes, d'abord méfiantes, retrouvent confiance en leur mari, fiers de cette renaissance. Achalugo ne revient jamais. Certains disent qu'elle hante encore les collines, attendant ceux qui oublieraient la leçon. D'autres pensent qu'elle a rejoint les ancêtres, sa mission accomplie. Mama Emma, assise sous son étal, sourit en coin. Il faut parfois un esprit pour nous rappeler qui nous sommes, dit-elle à qui veut l'entendre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Des mois plus tard, un étranger arrive à Obli, un marchand ambulant aux yeux perçants. Il parle d'une femme au pagne jaune aperçue dans un village lointain, une femme dont la beauté fige les cœurs, et dont le passage laisse des hommes brisés dans son sillage. Les villageois échangent des regards, un frisson dans l'air. Achalugo est-elle vraiment partie? Ou son ombre plane-t-elle encore, prête à frapper là où l'orgueil renaît?